Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi d'être à Bordeaux et merci de l'accueil. Merci beaucoup. Et nous, on est partager ce moment avec vous. On est ravis de vous accueillir pour un beau moment et puis pour partager un petit peu sur cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont qui s'appelle Mélancolique Rodéo. On va en parler quelques minutes si Absolument, vous voulez bien. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être à Toulouse. D'être à Bordeaux, pardon. Mais oui, pardon. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Michel devait être avec nous à Toulouse il y a quelques jours, voilà. Donc, le réflexe. Mais merci d'être à Bordeaux, voilà. Vous savez, je commence justement pour ce genre d'erreur. Ça m'est arrivé une fois, ça arrive quelquefois aux artistes quand ils font des tournées tous les jours, on se trompe de ville. Et moi je me disais, comment on peut se tromper de ville? Et il y a deux villes en Angleterre qui sont vraiment pratiquement ennemies, c'est Manchester et Birmingham. Ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'arrive, je joue à Birmingham et je dis « Good evening Manchester ». Après il a fallu ramer un peu. Ouais, c'est ce qui va m'arriver je pense, ouais, c'est terrible. Mais avant toute chose, je voulais commencer par un petit cadeau Jean-Michel. Ah merci, justement ça me manquait. Ben, il me semble, merci beaucoup. On a parlé de chocolat. Ça va être très bien pour le train du retour. Voilà. Et il faudra en parler parce que dans l'ouvrage vous en parlez à plusieurs reprises et c'est absolument avec plaisir. Merci en tout cas de l'attention. Avec grand plaisir. Je voulais Jean-Michel évoquer cet ouvrage qui est sorti chez Robert Laffont que vous expliquez comme une autobiographie, mais ça se lit tout à fait comme un roman, je trouve, le roman de votre vie. Oui, en fait, j'ai toujours voulu écrire un roman, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots. J'ai écrit beaucoup de textes de chansons, on aura l'occasion sans doute d'en parler. Et puis, j'avais ce titre, Mélancolique Rodéo, depuis longtemps, et l'idée de raconter une histoire à travers des objets. J'ai toujours trouvé que les objets dans la vie de chacun sont souvent des portes pour les souvenirs, pour la mémoire. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, les gens avec qui j'étais en contact dans ma vie, à commencer par ma famille, mes parents, mes grands-parents, sont des personnages tellement romanesques qu'au fond, pourquoi ne pas raconter ce parcours à travers une autobiographie, mais qui, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, se lit, enfin j'espère en tout cas, plus comme un roman. C'est pas seulement l'histoire de quelqu'un qui a fait Oxygène et ce qu'on sait, et puis des grands concerts, c'est bien autre chose le livre, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, et d'avoir ce qu'on appelle dans le langage littéraire en anglais les page turners, c'est qu'on rentre dans un livre, on a envie de savoir la suite. Et j'avais vraiment envie de construire ce livre de cette manière-là. Et c'est à tel point que dans l'aspect romanesque, on est dans une écriture très fluide, on sent que vous aimez les mots. Et puis il y a beaucoup de sensualité, d'organisme, il y a plein de choses très humaines en fait. On a l'image d'un bidouilleur, d'un musicien derrière ses consoles, et on découvre un homme très sensible en fait. J'avais envie justement de créer d'aller un petit peu dans de rompre avec ce malentendu, ces idées reçues qu'au fond la musique électro serait quelque chose de froid, de robotique, avec le fait aussi que pas mal de concerts, je ne parle pas des tournées que j'ai faites, mais dans les concerts, en fait, moi je suis un élément physiquement je dirais, parmi une scénographie plus importante, donc ça crée un peu une distance, ou une distanciation en fait, souvent avec le public. J'avais envie de montrer justement que avant tout, c'est une activité organique, humaine, sensuelle. J'ai toujours, en tant que Lyonnais, considéré que la cuisine est très importante, à Bordeaux aussi. Hein. Tout commence et finit dans la cuisine, c'est la pièce la plus importante. À Toulouse aussi. À Toulouse aussi, éventuellement. Ouais. On va arrêter de parler de Toulouse parce qu'on est quand même à Bordeaux, je te signale quand même. Donc, oui, mais il y a un Toulouse. Voilà, d'accord. Bon, alors donc, si vous voulez, on peut tous aller à Toulouse et terminer cette conversation là-bas, si vous voulez. Si vraiment il y a un besoin pressant. Non, mais pour en venir à ce que je disais, c'est vrai que la cuisine a toujours joué un rôle très important, à tel point que quand j'étais petit, mon grand-père, qui est un des personnages du livre, qui est un personnage extraordinaire, qui était un joueur de hautbois à ses heures, mais qui surtout était un inventeur et un ingénieur, qui a inventé l'ancêtre de l'iPod, qui était le premier tourne-disque portable, qui a inventé aussi des premières consoles de mixage, et qui m'a offert un magnétophone, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui a été vraiment fondateur dans mon trajet. Et puis le fait que, effectivement, dans cet appartement de mes grands-parents, qui était en face de la gare de Perrache, la gare de SNCF, il y avait, c'était deux appartements
qui a été collée ensemble. Et donc il y avait deux cuisines, et c'était dans la deuxième cuisine que mon grand-père avait installé son atelier, qui était pour moi une véritable caverne d'Ali Baba. Il se trouve qu'après, à Paris, moi, des années plus tard, je gagnais ma vie avec notamment les chansons que j'ai pu faire, On en parle, Les mots bleus, Les paradis perdus, etc. Et j'avais un appartement dans lequel aussi, bizarrement, il y avait deux cuisines. Et j'ai installé mon premier home studio dans cette deuxième cuisine. Donc la cuisine, effectivement, est aussi, si j'ose dire, un des cadres du livre. Il y en a beaucoup. Absolument, il y a plein de pistes qu'on peut explorer pendant des heures. On n'aura pas le temps, mais on fait au plus vite. La cuisine, mine de rien, c'est là où Oxygène a été bidouillé. Oui, la cuisine, en fait, j'ai toujours moi, considéré que, effectivement, le travail de la musique électronique se rapproche d'un travail de cuisinier, de cuisiner des fréquences, des formes d'ondes, des textures, des atmosphères, des ambiances, au fond de manière très, très tactile et très, très organique, quoi. Et un peu comme quand on fait de la cuisine. Vous le dites d'ailleurs, j'aime pétrir les sons. Il y a ce côté encore charnel avec même des choses... Oui, je pense qu'on a quelque chose, nous les Français, dans tous les domaines, c'est qu'on a une approche très impressionniste des choses. Et dans la musique, je pense que ce qui caractérise d'ailleurs la musique de Ravel, de Debussy et avant, et les grands acteurs de la musique électro aujourd'hui, on a cette approche d'abord de mettre la mélodie en avant, et puis d'avoir cette approche assez impressionniste, de procéder par touches comme ça. Et c'est vrai dans la littérature, c'est vrai dans notre cinéma, c'est vrai dans notre musique. Là aussi, on le voit tout au long de ces pages, votre passion pour les autres arts aussi. Hein. Je pense à Bob Wilson, à Maurice Béjart pour la danse, pour le théâtre, la peinture. Il y a vraiment une ouverture d'esprit que, mine de rien, votre maman vous a permis. Oui, c'est vrai. En fait, quand je commence, moi, la musique électronique, il n'y a pas beaucoup de gens il n'y en a pratiquement pas, qui sont des modèles, puisque j'ai eu la chance, en tout cas, c'est arrivé comme ça, de naître à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où va éclore cette nouvelle manière de faire de la musique. Et en fait, moi, mes sources d'inspiration, je les trouve beaucoup plus dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture. Pour moi, les visites des galeries, d'expositions ont toujours été des grandes sources d'inspiration. Le cinéma, évidemment. Je citerai un film dont je parle dans le livre qui a été très fondateur pour moi, c'est 2001 Odyssée de l'espace, et tout le travail de Kubrick de manière générale, mais aussi ce rapport à la musique, ce rapport au silence. J'aime bien les oxymores. Le titre de ce livre est un oxymore, Mélancolique Rodéo. Et en fait, on peut dire que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la création, c'est justement le contraste entre des choses qui apparemment ne vont pas ensemble, mais qui font justement qu'on va être touché. Le fait d'avoir, par exemple, ce qu'on aime tous, d'ailleurs, ce qui nous touche dans une série télé, dans un film, dans un livre, dans de la musique, dans une chanson, c'est en fait le contraste entre des choses qui sont des éléments assez joyeux ou assez positifs, puis qui cachent une forme de mélancolie ou de tristesse souterraine. Et donc mes inspirations pour la musique ont et sont toujours inspirées beaucoup de... Enfin, mes inspirations, je les trouve beaucoup dans le cinéma, dans la littérature, aujourd'hui dans quelques séries télé qui sont extraordinaires aussi, oui. Dans tout cet univers visuel aussi. Et si on remonte dans le temps, alors vous parliez de 2001, l'écrivain c'est Arthur C. Clarke que vous avez eu le bonheur de rencontrer, mais si on remonte dans le temps, enfant, il y a aussi des petites claques avec Kalsoum, et des choses comme ça qu'on prend dans la figure, dans les tympans, et qui font leur trajet dans la tête et dans les oreilles au fil du temps. Oui, alors pour ça, il faut effectivement que je parle une seconde de personnages qui sont évidemment importants dans la vie de tout le monde, qui sont mes parents. Il se trouve que j'ai un père et une mère qui sont des personnages tout à fait romanesques, dans des registres complètement différents. Un père qui est Maurice Jarre, donc le compositeur qu'on connaît, 3 fois oscarisé pour des musiques comme Laurence d'Arabie, Dr Givago, etc., qui a son étoile sur Hollywood Boulevard, comme je le raconte, et qui va nous abandonner avec ma mère très tôt quand j'ai 5 ans, et que je ne reverrai pratiquement pas. Et je passe en fait ma vie avec l'absence de ce père, de manière assez paradoxale, parce qu'un musicien français qui a une carrière internationale, c'est déjà très rare, mais alors 2 dans la même famille, ça n'existe pas. Et il se trouve qu'on n'arrivera jamais à parler de musique une seule fois, jusqu'à ce qu'il s'en aille. D'une certaine manière, on s'est raté. Et donc ce personnage, qui quand même est un personnage tout à fait romanesque, ce Lyonnais qui va s'installer à Hollywood, qui restera là-bas
pendant 60 ans et qui gardera toujours son accent lyonnais en parlant anglais. Et puis en même temps, ma mère, qui elle-même est une grande héroïne de la résistance, qui va être capturée 3 fois par les Allemands, qui s'échappe 3 fois, y compris des camps, ce qui est assez inhabituel, et qui est pour moi, à mes yeux d'enfant et d'adulte, une héroïne tout court, qui m'a appris une forme de sens de l'humour, de relativiser les peurs, de la tolérance aussi, de ne pas confondre une idéologie et un peuple, de ne pas confondre à cette époque-là les nazis et les Allemands, ce qui n'était pas tellement populaire. Donc elle avait une manière très particulière d'appréhender la vie, et elle m'a évidemment beaucoup apporté. Oui, et puis on le voit, l'hommage est permanent dans les pages jusqu'au dernier moment. Sur les derniers concerts, elle est là aussi, jusqu'à 90 ans. Oui, elle est partie à presque 100 ans, elle avait 96 ans en mangeant des fraises gariguettes et en lisant le journal la veille. Donc on se souhaite tous une mort aussi douce d'une certaine manière, bien que les gens qu'on aime, comme on le sait, on voudrait qu'ils soient éternels. Et je pense qu'au fond ils le sont parce qu'on les garde dans notre cœur. Et elle avait ce sens de l'humour, et je suis extrêmement heureux que Lyon ait décidé de lui consacrer, de prendre son nom pour un passage, une rue, et d'imaginer que des gens vont s'aimer, vivre et naître, passage France Peugeot, qui est son nom, et qu'au fond, la moins connue de nous trois, de mon père, d'elle et de moi, soit elle qui ait les honneurs de la rue et les honneurs de la postérité de la rue, est quelque chose qui évidemment me touche beaucoup. C'est ça, c'est vrai que c'est elle qui va avoir sa rue. Ouais. Maurice Jarre, vous l'évoquez, votre papa, il est venu vous chercher un jour avec une conquête à lui dans sa superbe voiture. Et j'ai pas amené les After Eight pour rien. Hein. Il y a une scène, moi, qui m'a fait rire et qui est quand même fondatrice aussi de ce que vous êtes, de l'homme que vous êtes. Oui, c'est assez drôle parce que, en fait, un des objets, c'est cette boîte d'After Eight. Donc il y a un chapitre qui s'appelle les After Eight, donc dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé d'ailleurs jusqu'à maintenant, mais donc puisqu'il me pose la question, je vais en parler. Et en fait, j'ai pas vu mon père en fait depuis qu'il est parti de la maison, c'est pour l'anniversaire de mes 10 ans. Et il arrive, moi on vit très modestement avec ma mère dans un petit quartier de la banlieue du sud de Paris, et il arrive avec une Sunbeam, qui est ces voitures anglaises rouges, etc. Là, le quartier c'était plutôt les 2 chevaux et les 4L, donc ça faisait déjà tache dans la rue déjà. Et en même temps, donc, il vient me chercher et il va en fait m'offrir la seule chose que j'aurais de mon père dans ma vie, c'est cette panoplie de cow-boy. On a failli d'ailleurs avec l'éditeur discuter de savoir si on n'allait pas mettre la photo de moi qu'on voit à l'intérieur quand j'ai 10 ans avec la panoplie de cow-boy. Et on va donc au Nain Bleu, qui était la Rolls-Royce des magasins de jouets. Donc j'en rêvais, j'en avais vaguement entendu parler pour aller là. Et je suis dans cette voiture, et donc il y a cette fille super à côté de moi, j'ai 10 ans, et donc je suis fasciné par ses bas noirs et les cuisses de la fille. Et à un moment donné, elle me dit, est-ce que tu as un After Eight? J'avais aucune idée de ce que c'était, surtout qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, et les boîtes n'étaient pas comme ça, ça n'existait pas en France, des boîtes qui étaient blanches, avec l'écriture verte, c'était les couleurs inversées, ce qu'on voit dans le bouquin d'ailleurs. Et en fait, elle me donne ce truc, et cette boîte, donc je prends ce chocolat, et ce chocolat est un chocolat à la menthe, comme on sait, et en fait finalement, en regardant ces cuisses, c'est la première érection de ma vie, et depuis que je bouffe des After Eight, je pense toujours aux cuisses des filles. J'ai toujours été comme ça. Promis tout à l'heure, d'accord. Comme vous voyez dans ce livre, on ne parle pas que de synthé non plus. Voilà. Pas de technologie, ni de gros concerts, même si le déroulé des choses, effectivement, on suit votre évolution au départ avec le GRM et puis le premier album. Et puis je dois dire quand même que mon père m'a pas donné beaucoup de choses, mais il m'a donné ça au moins. Oui, genre. Voilà, c'est pas mal. Cette émotion-là. Alors, donc je disais, c'est le parcours d'une vie. Hein. Je ne veux pas trahir l'âge, mais on peut le dire, c'est impressionnant, 71 ans depuis cet été. On a l'impression d'avoir vécu avec vous en permanence, parce que les albums se sont enchaînés, les succès, les gros concerts. Vous avez pris ça sereinement, on n'a pas la tête qui tourne à un moment donné, ou c'était le but de la vie? Je tiens ça sans doute de ma mère, qui relativisait non seulement les peurs, mais qui relativisait les choses de la vie en général, et que les choses qui me sont arrivées, j'ai toujours eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre. En fait, moi j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport
d'une certaine manière au succès et aux échecs. Je pense que la vie d'un artiste, comme la vie tout court, elle est pavée d'échecs et de succès, et que ce sont des accidents. Les succès et les échecs sont des accidents. C'est une sinusoïde, et en fait, notre vie, elle se trouve au milieu. Et donc, il faut savoir relativiser, je pense, les succès, comme il faut savoir relativiser les échecs aussi. Je ne veux pas faire de philosophie de comptoir, mais c'est un peu vrai. Et pour moi, c'est vrai que je me suis toujours, ce que je disais, je me suis toujours senti un peu en décalage, un peu off, à cause justement de ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, j'imagine, ou quand j'étais enfant, j'étais un enfant tout à fait normal avec des copains dans la journée, mais la nuit, ce que j'explique dans le livre, je grandissais, j'avais la trouille. Que le duo que nous faisions, puisque j'étais fils unique, donc un duo assez fragile, que devient l'autre si l'un tombe? Et donc très vite, je suis devenu adulte plus rapidement, et je me suis occupé aussi, j'ai eu envie d'aider ma mère très rapidement. Et donc tout ça fait que je me suis toujours senti un peu en décalage avec les groupes, par exemple, que ce soit dans la musique ou ailleurs. Je le raconte dans le livre, et en fait, finalement, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens extraordinaires. Et je pense en écrivant le livre, j'ai réalisé qu'ils ont tous un point commun, c'est justement d'être un peu décalés. Et la musique que je fais est une musique au départ qui est complètement décalée, qui n'est pas vraiment acceptée. Et je ne fais pas partie justement du groupe ni de monde de la variété ou de la pop ou même de la musique expérimentale, qui voit ce que je fais un peu comme une sorte d'ovni, et qui ne comprennent pas exactement ce que je fais. Et ça va être la même chose aussi pour les concerts, où j'ai cette idée j'étais très marqué par le cirque, moi, quand j'étais petit. Vous savez, les caravanes qui arrivent d'un côté, qui posent leur chapiteau une nuit, et puis qui partent le lendemain matin par l'autre bout de la rue. Et pour moi, je trouvais que c'était vraiment le spectacle par définition, par excellence, le fait de pouvoir installer son chapiteau le temps d'une nuit, et de ne pas avoir de deuxième chance, ni pour soi, ni pour le public. Et donc c'est ça aussi que j'ai eu envie de faire avec les spectacles et les concerts plus tard, de m'installer dans une ville une nuit et de repartir. Et ça aussi, c'était aussi complètement en décalage avec la manière dont on produit les concerts. Les producteurs de concerts comprennent pas ça, c'est pas sérieux de faire un spectacle, c'est pas rentable, ça rentre pas dans les canons d'un système. Et j'ai souvent, et donc je me suis toujours senti beaucoup plus proche des productions à l'italienne de Fellini que je rencontrerai, je raconte ça dans le livre d'ailleurs, que des grosses machines anglo-saxonnes. C'est pas, même si finalement ces concerts, ces tournées ont eu le même impact ou le même succès que les grands groupes américains. C'était fait, ça a toujours été fait, ce que j'explique avec le sens de la bricole, je dirais. Il y a toujours un côté bricoleur qui fait partie de ma vie, de tout ce que je fais, y compris aujourd'hui. Et cette référence au cirque, elle est permanente. Hein. C'est le cirque de votre enfance sur le cours de Verdun à Lyon. Il y a toujours cette image qui revient dans l'ouvrage. Les concerts, ils sont aussi dus à une équipe. Il y a tout un monde autour de vous, des fidèles de chez Fidèle, qui vous accompagnent. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Je pense aussi au scénographe qui vous a accompagné depuis le premier concert. Oui, en général, j'ai toujours conçu... Oui, alors, qui était en fait un architecte de scène, mais disons que moi je me suis toujours intéressé beaucoup à la peinture. J'ai hésité même à un moment donné entre la peinture et la musique. Et donc, tout naturellement, j'ai continué d'une certaine manière à en faire, en imaginant l'aspect visuel de ma musique. Et pourquoi je l'ai fait, c'est qu'au fond, ça m'a toujours... Quand je commence cette musique, je me dis, mais c'est compliqué de mettre cette musique sur scène. Le rock, la musique classique, les instruments sont faits pour le jeu, pour le partage, et c'est quand l'enregistrement existe comme technique qu'on met des micros dessus pour les enregistrer. Les instruments électroniques, c'est l'inverse, des instruments qui ont été créés dans les laboratoires, dans les studios, et qu'on met ensuite sur scène. Et comme je le dis dans le livre, de rester 2 heures derrière un très gros synthé modulaire ou un ordinateur, c'est pas le truc le plus sexy, le plus excitant du monde. Donc en fait, comment faire passer l'émotion à travers la musique qu'on fait, parce que sinon, autant rester chez soi pour écouter le disque, c'est justement avec l'adjonction, de trouver un vocabulaire ou une grammaire visuelle. Et c'est pour ça que je me suis intéressé très tôt à la vidéo, la lumière, le laser, tout ce qui pouvait justement arriver à faire une sorte de contrepoint visuel avec la scène. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... Mais effectivement, pour moi, l'esprit d'équipe est très important. J'ai toujours du mal à comprendre, d'ailleurs, comment beaucoup d'artistes
sont finalement dans leur tour d'ivoire, et restent dans leur loge, n'ont pas de contact avec leur équipe. Je trouve que c'est presque incompréhensible pour moi, dans la mesure où sans l'équipe qui est autour de vous, vous n'existez pas. Dans les tournées, les chauffeurs de bus ou de camions sont extrêmement importants. On met leur vie, on met notre vie entre leurs mains. Donc, à quelque échelon que ce soit, on est tous logés à la même enseigne, et il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Et c'est une chose qui est très importante. Et si j'ai pu d'ailleurs faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai une équipe qui est extraordinaire. Et sans elle, évidemment, je n'existerais pas sur scène. Oui, puis elle est remerciée à longueur de page, et je trouve que c'est assez touchant. Bien sûr, c'est tout à fait légitime. Très, très important. Vous évoquiez les personnalités rencontrées, des gens décalés. Je pense à cette rencontre avec Jean-Paul II pour le concert de Lyon, qui est très, très important aussi pour vous. Vous revenez à la maison pour un événement très important. Et puis avoir le pape en première partie d'un concert, c'est quand même très fort. Oui, c'est vrai. Effectivement, je raconte aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, que ce soit Salvador Dali qui me contacte un jour parce qu'il me demande de faire un concert, qu'on organise ensemble, un concert pour ses futurs obsèques. Donc je vais en Espagne, donc je raconte ça. La chance de rencontrer quelqu'un comme Fellini aussi, qui m'avait proposé de faire la musique d'un de ses films avant sa mort, que je raconte aussi, qui m'explique aussi quelque chose d'important, de fondateur pour moi, qui est l'idée qu'il a toujours pensé qu'il faisait des films différents, et qu'il s'aperçoit à la fin de sa vie, en regardant en arrière, qu'il a au fond tout à fait toujours le même film, et qu'au fond un artiste fait toujours des variations de lui-même. Et je trouvais ça intéressant. Et puis effectivement la rencontre avec Jean-Paul II, où je me souviens la veille du concert où je devais le rencontrer, il rentre dans la pièce et en fait ce qui me vient, c'est de lui dire que finalement je pardonne volontiers à l'église de m'avoir piqué mes initiales JMJ. Et donc ça a fait éclater de rire, et ça a tout de suite, si je peux dire, rompu la glace, et on a passé un moment. C'était un homme absolument incroyable, et j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Et puis que ce soit la princesse Diana ou Stephen Hawking ou Lech Walesa ou Edward Snowden aussi. Et finalement tous ces gens que je cite, c'est pas des propos mondains, c'est tous ces gens, si on réfléchit, sont tous des gens aussi un peu décalés, off. Si on prend par exemple la princesse Diana, c'était quelqu'un qui, on le sait bien, elle en est morte, la pauvre, elle était complètement décalée par rapport au milieu dans lequel elle était. La même chose pour Salvador Dali, la même chose pour Edward Snowden, évidemment, qui, le pauvre, est toujours bloqué en Russie, alors qu'il mériterait, à mon avis, le prix Nobel, c'était quelqu'un qui nous a ouvert les yeux, qui était un vrai résistant. Il m'a fait beaucoup penser à ma mère dans ses propos. Donc tous ces gens que j'ai rencontrés, finalement, ils ont ce point commun d'être un peu décalés par rapport à leur temps, à leur époque. Vous avez évoqué Stephen Hawking, c'est quelqu'un de très important, scientifique, très important en anglais. Vous lui avez posé une question essentielle. Oui, en fait, j'ai demandé pour lui, par rapport au futur, par rapport au mystère de l'univers, quelle est la plus grande énigme qui restera dans l'univers? Écoutez bien la réponse. Et il m'a répondu les femmes. Il faut dire qu'effectivement, Stephen Hawking, comme vous le savez, ne pouvait pas s'exprimer simplement avec ce qui était extraordinaire, hein, simplement avec la paupière, puisqu'il avait cette maladie dont il est mort, enfin, d'ailleurs, bien des années après ce qu'on lui avait prédit, puisqu'on lui avait prédit de 2 ou 3 ans de vie qu'il a vécu jusqu'à plus de 70 ans, 75 ans. Et il avait un très très grand sens de l'humour, comme vous pouvez l'imaginer. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, on ne fait que des variations de soi-même. Quand je regardais votre discographie, en 69, un titre sortait qui s'appelle Eros Machine. Et déjà, c'était le mélange de la machine et de l'organique. Vous vouliez nous faire comprendre qu'un automate pouvait avoir un orgasme. On y est, non, presque, avec l'intelligence artificielle. Oui, enfin, je pense que on a une idée de souvent, c'est dans l'être humain, c'est dans je dirais l'ADN de l'être humain de se dire qu'hier c'était mieux, demain ça sera pire. Hein, nos grands-parents nous disaient ça, nos parents nous disent ça, nous-mêmes on le dit, et en fait c'est pas nécessairement vrai, puisque on oublie qu'il y a 200 ans les gens pouvaient mourir d'une grippe, il n'y avait pas d'antibiotiques, 90% des gens mouraient de faim sur la planète, même si aujourd'hui rien n'est rose. Globalement, ça va un peu mieux qu'il y a 200 ans, sinon on ne serait pas là ensemble pour se parler ici à la FNAC, donc globalement, ça va quand même un peu mieux. Et effectivement, la technologie qui nous fait peur, l'intelligence artificielle,
dans les rayons de la FNAC, il y a énormément de bouquins qui traitent de ça, il y en aura de plus en plus, parce qu'effectivement, c'est la prochaine révolution. Qu'est-ce que ça va poser en termes d'emploi, en termes de notre relation avec l'extérieur, avec la planète, avec l'environnement, etc. Mais en même temps, il n'y a pas nécessairement ce côté dystopique du futur, il y a aussi ce qu'on peut en prendre de positif. Et effectivement, la technologie peut aussi nous rendre d'énormes services et nous aider aussi à grandir et à survivre. Vous avez joué en Chine, en Arabie Saoudite, et vous le dites publiquement, vous êtes opposé à toute forme de boycott. Il faut aller au contact des dictatures, presque, on va dire, puisque les pays comme ça sont fermés. La Corée du Nord, vous iriez jouer aussi? Oui, enfin, c'est une chose que j'explique à un moment dans le livre et qui va un peu à l'encontre de certaines idées reçues et, à mon avis, de gens qui se trompent. Parce que je suis convaincu, et ça c'est un héritage que je tiens de ma mère, qui m'a toujours dit qu'il fallait faire une différence entre une idéologie et un peuple, pour elle, entre les nazis et les Allemands. Mais aujourd'hui, de la même manière, je pense que l'agenda des politiques et ceux des artistes n'est pas le même. Moi, je suis foncièrement contre, effectivement, toutes sortes de boycotts, comme toute forme de boycott, parce que si on juge des pays par rapport au fait que les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, et si en plus on les prive, ces gens-là, de culture, de musique, de cinéma, de littérature, finalement on fait une forme de fondamentalisme à l'envers, on participe on collabore à une forme de radicalisation, d'aliénation, et la culture doit être un cheval de Troie. On doit l'utiliser pour venir dans ces pays-là et tendre la main aux gens qui en ont encore beaucoup plus besoin que nous. Et c'est pour ça que je suis allé en Arabie Saoudite en exigeant effectivement que le public, et j'y retourne au mois de mars, que le public soit un public équilibré entre les hommes et les femmes. Et je peux vous dire que l'année dernière, quand je suis monté sur scène et que j'ai vu pour la première fois des femmes en extérieur danser, taper des mains, etc., dans un pays comme celui-là, c'était extrêmement émouvant à voir. Et oui, pour répondre à votre question, je pense que demain, il faut aller jouer en Iran, il faut aller jouer en Corée du Nord, il faut aller jouer dans tous ces pays dont les peuples ont désespérément besoin de nous, de contact, et que sinon, on fait le jeu, justement, des dictatures, on fait le jeu des gens qui sont au pouvoir. En Arabie Saoudite, 60% des gens ont moins de 30 ans. C'est eux qui vont prendre les rênes dans les 10 ou 15 ans à venir. C'est à eux qu'il faut s'adresser aujourd'hui. Et je me souviens qu'à l'époque, quand Toulon était tombé aux mains du Front National, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient décidé de boycotter Toulouse. Et moi j'avais... Toulon, pardon. Excusez-moi. C'était simplement pour voir s'il m'écoutait. Il m'écoutait finalement. Un partout. Voilà. Toulon. Et en fait, moi j'avais décidé de commencer ma tournée par Toulon parce que où mettons le curseur? Est-ce qu'il faut après boycotter, couper l'électricité, couper les vivres? C'est la même chose pour ces pays-là. Il faut évidemment y aller. Et c'est pas un raisonnement qui est très... Vous avez, je fais une petite parenthèse, vous avez en Angleterre un groupe très puissant qui est d'ailleurs dirigé par Roger Waters de Pink Floyd, qui s'appelle BDS, qui est absolument... qui menace directement les artistes qui iraient jouer en Israël et qui iraient jouer en Israël par rapport à ce qui se passe en Palestine. Voilà un très bon exemple d'une grosse connerie, c'est-à-dire d'un truc qui est très dangereux, parce que du coup, entre l'antisionisme et l'antisémitisme, il n'y a qu'un pas qui peut être très facilement franchi, et ces mêmes gens n'hésitent pas à taper sur Trump, mais d'aller quand même jouer aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire. Donc si vous voulez, tout ça, je pense que c'est pas bien, qu'il faut avoir une attitude humaine, logique, de bon sens. Et j'en parle dans le livre parce que c'est effectivement, entre autres, une des choses qui me tient à cœur. Bon, on est pressé par le temps, mais on peut pas partir sans évoquer les mots bleus. Où sont les femmes? Votre passion des mots, elle est ancienne. On le voit dans l'ouvrage. Hein. Je me suis régalé, vraiment, c'est un roman. On prend plaisir à vous lire. Les mots, ils ont toujours eu une valeur pour vous, une importance, et les mots bleus le prouvent, le titre pour Christophe que vous avez écrit. Oui, les mots bleus, les paradis perdus, paradis aussi, oui. Où sont les femmes pour oui. Duvet, j'ai écrit pour Françoise Hardy aussi. Oui. Et pour moi, les mots, c'est une autre manière de faire des sons. J'ai toujours aimé la sonorité des mots. Et par exemple, je m'étais mis des dogmes un peu à la Pérec, enfin, en toute humilité. Mais par exemple, d'écrire les mots bleus, c'est une chanson d'amour où je m'étais juré de ne pas prononcer le mot amour. Justement, d'évoquer un sentiment en faisant un effort sur le plan littéraire pour raconter les choses d'une autre manière.
Donc voilà, on pourrait continuer longtemps et je serais ravi de continuer à parler, mais on me fait des signes en disant qu'il Oui. faut passer à la suite. Mais Apparemment. on continuera la conversation à Toulouse. Voilà, exactement. Voilà. Ou à Toulon. Ou à Toulon. Il ne faut pas boycotter les villes Voilà, pas gentilles. exactement. Voilà. Jean-Michel Jarre, c'était un grand plaisir de vous avoir à Bordeaux aujourd'hui pour évoquer Mélancolique Rodéo. Merci à vous tous en tout cas. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Un vrai plaisir et on va vous laisser dédicacer l'ouvrage qui est sorti aux éditions Robert Laffont. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a un agent de sécu là? Ouais. Pardon monsieur, je vais devoir passer.